Je suis Marc Harriman, vous êtes tous bienvenus sur YouTube et je passe le bonjour à l'équipe de YouTube. Je vous remercie d'avoir placé nos vidéos en public. Je viens dans une nouvelle émission. J'ai prévenu la capitaine des Claudettes Dany Borg, donc, qui est prévenue sur son portable de cette émission sur la mort de Claude François où je vais à nouveau aborder les 20 dernières minutes de vie de cet artiste français qui semble quand même manquer à beaucoup de gens, mais en même temps on est même étonné de découvrir que des gens qui le détestaient ont fini finalement, pratiquement 50 ans après sa disparition, ont fini par l'aimer. Alors qu'au départ, certaines personnes dans le milieu artistique ne l'aimaient pas du tout, Claude François. Et on a découvert qu'il a même suscité l'amour ou la passion de gens, parfois de personnes qui le détestaient profondément, qui se sont mis après sa mort à dire que du bien de lui. La mort de Claude François, c'est pas tout ce qu'on vous dit, et la capitaine des Claudettes sait de quoi je parle. La mort de Claude François, c'est pas tout ce qu'on vous a raconté dans la presse, c'est beaucoup plus complexe. Moi, je suis venu avec des faits et des preuves, et je suis pas là pour vous parler de rumeurs. Oui, il y a eu tellement de rumeurs sur la mort de Claude qu'on n'est pas là pour parler de ça, parce qu'une rumeur n'a pas de fondement réel. On va parler que des faits réels, c'est beaucoup mieux. Et ça va passionner le public d'entendre uniquement les faits réels. Comme je l'ai fait pour toutes les autres émissions où je me base uniquement sur les faits réels, prouvables, des témoins, que ce soit par la police, que ce soit les docteurs, que ce soit l'entourage. Je peux tout prouver devant un tribunal parce que je n'ai jamais utilisé une seule rumeur dans sa mort. Je n'ai pas pris le risque d'entrer dans la stupidité de la rumeur. Mais je voudrais dédier cette émission à mon coco. Mon coco, c'est Claude François Junior. Je t'aime très fort parce que c'est important de dire aux gens, que ce soit de la famille ou pas, de dire qu'on les aime. On ne le dit pas assez. Les gens ont besoin d'être aimés parce que, si vous voulez, l'amour est un fondement, un fondement qui permet aux gens l'épanouissement de leur vie. Ainsi, n'ayez jamais peur de dire aux gens que vous les aimez, parce que c'est un épanouissement pour eux, c'est un épanouissement pour leur vie, ils en ont besoin. L'amour est quand même une des clés fondamentales de l'univers, et même de Dieu, puisque l'évangile, je parle de l'évangile de Jésus-Christ, a été apporté que sur la notion d'amour. Aimez-vous les uns des autres, et le Christ est formel. Aime tes ennemis, dit-il, et aimer les gens comme vous-même. Il répète souvent le mot qu'on doit aimer les autres. Et si nous regardons le message de Jésus-Christ, il ne parle que d'amour. Alors, une petite parenthèse biblique, même si vous êtes athée pour certains. Il est vrai que si ce message était suivi à la lettre, que les gens arrivaient à aimer leurs ennemis, il n'y aurait plus de guerre dans ce monde. Puisque les guerres viennent surtout du fait que les gens se détestent, les guerres de racisme qui ont amené au génocide de tous ces pauvres juifs. Eh oui, c'est le racisme qui a amené à leur déportation. Et je salue toutes les communautés juives. Je pense à un garçon comme Patrick Bruel, que j'aime beaucoup, qui est juif. Vous voyez, il y a des gens merveilleux qui sont juifs. N'ayez pas une idée stéréotypée des choses. Et souvent, Claude François disait à Jeanne-Marie, que vous connaissez sous le nom d'Isabelle Forêt, la mère de ses deux enfants, Claude François Junior et Jean-Marc, Claude disait souvent « je suis juif », disait-il. Et Isabelle, donc c'est son nom d'artiste, mais son vrai prénom Jeanne-Marie, disait « Claude, arrête de répéter que tu es juif, parce que tu n'es pas juif ». Il était marrant, Claude François. Il expliquait à la mère de ses deux enfants qu'il était un juif. Je pense que vous ne l'avez jamais su, ça. Hein, mais je pense que Jeanne-Marie, et je te parle, je pense que tout de même, à un moment donné, ce genre de témoignage devrait être en place publique. Enfin, je veux dire, c'est tout de même intéressant qu'il ait expliqué plusieurs fois face à toi qu'il était juif. Ce serait peut-être important de mettre ça en place publique. Après tout, il le pensait peut-être vraiment. En tous les cas, il l'était par la foi, puisque Clo-Clo, c'est vrai, a été enfant de cœur, a récité les messes, a connu la vie de Jésus très bien, il l'a lu aussi dans son enfance. Et que dire alors de sa sœur Josette? Bonjour à toi, la sœur de Claude François, dont on espère qu'elle est toujours en vie pour vous faire rire, car on a toujours peur d'un jour à l'autre qu'elle meure, parce qu'elle n'est pas toute jeune. Et qu'en penses-tu, la vie de Jésus, alors? Qu'en penses-tu?
Et ton frère qui était baptisé était Christ. Et oui, Clo-Clo était Christ, il était baptisé. Il était baptisé par le lien apostolique du Christ, c'est-à-dire de l'Église de Rome, et il était, Claude François, il était Christ. Vous êtes tous Christ, car c'est dit dans l'Écriture, toute personne qui est baptisée est fils de Dieu. Vous êtes tous fils de Dieu et Christ, même si certains d'entre vous sont devenus athées par une vie difficile. C'est vrai que la vie fait peur, hein. La vie fait peur, hein. Le doute, je disais à Danny Borg, le doute est ce qui tue votre monde. Et le doute est là pour tous vous détruire et vous tuer. Le but du doute, c'est de détruire votre vie. C'est juste sa mission. C'est bien parfois de ne pas douter parce que ça aide à la rencontre avec quelque chose de plus divin que soi. Ne vous croyez pas plus divin que le Créateur lui-même. Enfin, je veux dire, cette création est tout de même extraordinaire. Nous en venons maintenant à ce juif, Claude François, en tous les cas, il disait être juif devant la mère de ses deux enfants. Y a-t-il donc des aspects qui ont été cachés sur le passé de Claude François? Avait-il de la famille juive? C'est pas impossible, mais en tous les cas, il se disait juif, et c'est une chose qu'on devait dire sur YouTube. Ce qui va être intéressant dans cette émission, dans les dernières minutes de vie de Claude François, et oui, c'est le nom de cette émission, les dernières minutes de vie de Claude François. Ce qui nous intéresse, c'est de revenir sur le témoignage de Marie-Thérèse et de Kathleen. Je veux revenir là-dessus et parler de deux choses. Tout d'abord, de ce déplacement sur la terrasse de Claude François, et aussi qu'il a mangé du caviar sur cette terrasse, d'un petit frigo arabe qui était complètement nettoyé et propre dans son appartement. Bienvenue à tous et commençons par ce petit frigo arabe. Claude François, le 11 mars 1978, possède dans son appartement, et beaucoup de gens l'ignorent, un petit frigo arabe. Pourquoi appelle-t-on ce petit frigo arabe? Parce qu'un frigo ne porte pas ce genre de nom. Parce que c'est un petit frigo où il y a pratiquement exclusivement des produits arabes. Ça peut être de la pâte d'amande, ça peut être des dattes, ça peut être... Claude François... oui, mangeait tous ces produits arabes que l'on trouve d'ailleurs bon marché, puisque les dattes restent ce qu'il y a de moins cher en fruits et consommables. Et donc Claude avait son petit frigo arabe chez lui. Quand sa sœur Marie-Josée, de son surnom Josette, arrive au domicile, elle sera étonnée de deux choses. Premièrement, on annonce que Claude François est mort. C'est pas vraiment ce que quelqu'un lui a dit au téléphone. Une voix inconnue, non identifiée. On parle qu'il a juste eu un accident. Il a glissé dans sa baignoire. Il a frappé sa tête à l'arrière. Il a une grosse bosse sur la tête. D'ailleurs, c'est pas très grave. Et la jeune fille qui téléphone, une voix totalement inconnue, lui dit: ne venez pas à l'appartement, précise-t-elle. Et téléphonera sur le numéro liste rouge de la sœur de Claude François, ayant trouvé ce téléphone dans les papiers de Claude, parce qu'il laisse près du téléphone un agenda, si vous voulez, avec des téléphones d'urgence. Il y avait donc, nous le savons ce jour-là, une jeune fille totalement inconnue, dont personne ne peut identifier sa voix, et dont Marie-Thérèse, qui a été l'unique témoin de la mort de Claude François, puisque c'est elle qui a fait tous les témoignages. Oui, au départ, dans l'histoire, il y a 3 témoins. Il y a une jeune fille, qui est peut-être une mineure, et je pense que comme elle était mineure, peut-être vis-à-vis de sa famille, s'est-elle retirée de cette histoire pour éviter d'être en garde à vue, ou que sa famille se retrouve chez les flics. On imagine qu'une jeune fille de 14 ou 15 ans a voulu se tirer de cette histoire au plus vite. Donc elle a pris son sac à main et elle est partie de l'histoire. Elle est le véritable premier témoin de l'accident de Claude François. On ne vous parle pas de mort, puisque tout ça doit être mis très entre parenthèses, mais elle est témoin, c'est vrai, d'un autre accident. Elle ne décrit pas du tout, à la sœur de Claude François au téléphone, elle ne décrit pas du tout une électrocution, ni des doigts carbonisés. Non, non, Claude a eu un malaise, elle était avec lui dans la salle de bain, ils discutaient ensemble quand il a été pris de vertige et a eu un malaise. Puis il est tombé, sa tête s'est fracassée, le mot fracassé est plutôt exact, contre la salle de bain. D'ailleurs, il a eu son épaule qui a heurté violemment le rebord de la salle de bain, et il a eu un gros hématome sur l'épaule constaté par la police, et ça c'est très secret.
Cette jeune fille, quand elle s'exprime, est très sincère. Évidemment, on ne peut pas douter de son témoignage parce que c'est le vrai premier témoin de la mort de Claude François. Les autres vont apparaître 30 minutes après cela. Alors, je ne dirais pas que les autres témoins ne sont pas valables, mais disons que Kathleen, le vrai problème de ce témoin, c'est que personne ne comprenait son anglais. Et que c'est Marie-Thérèse qui s'est approchée près de la police et a expliqué qu'elle allait effectuer tout le témoignage de Kathleen et leur dire mot à mot ce que Kathleen lui disait. Mais Marie-Thérèse, le vrai problème, je l'ai dit, c'est une attachée de presse. C'est tout de même un problème dans la mort d'une star, d'une idole, que tous les témoignages, les 3 témoins, soient réduits à une attachée de presse qui, en plus, n'était pas dans l'appartement de Claude François. Elle en est elle-même le propre témoin. On écoute son témoignage, c'est clair. Elle était sur la terrasse. Mais la terrasse de Claude François n'est pas une terrasse communicante à son appartement. C'est une terrasse qui se trouve un étage au-dessus, puisque quand Claude a emménagé, il a trouvé un arrangement pour aménager cette terrasse en haut du toit, parce que ça posait des problèmes techniques d'avoir une on va dire un jardin pour vous faire rire, avec des fleurs partout pour vous faire exploser de rire, car c'était ça Claude, c'était des fleurs partout. Bon, il voulait faire sa petite terrasse, comme il avait en Égypte, et il mettait des fleurs partout, il y avait des fleurs partout. Oui, ça, vous ne le saviez pas, mais c'était important de le dire. Il y a très peu de gens qui ont été sur la terrasse de Claude François, et qui sont capables de témoigner qu'il existait des fleurs sur cette terrasse. Mais Marc Harriman n'est-il pas celui qui est là pour éclaircir sa mort? Et on va l'éclaircir en profondeur. On se le doit pour les 2 enfants de Claude François, parce qu'il sait, Claude François Junior, que je l'aime infiniment, lui et son frère Jean-Marc, et je vous aime tous les 2 très fort, et c'est très important pour vous, si vous voulez, de toucher enfin du doigt le plus proche la vérité. Même si, j'avoue, cacher certains aspects encore pour des raisons de sécurité ou autres, je ne dis pas tout. Ça viendra sans doute un jour, mais c'est pas le moment. Claude François, dans cette belle terrasse, donc avec des fleurs, Marie-Thérèse nous explique, parce que c'est le moment de parler de son témoignage, nous explique qu'elle arrive à 13h45, elle est même précise dans l'heure. Elle est précise dans l'heure, ça c'est très intéressant dans son témoignage, parce qu'elle arrive d'une façon phénoménale, même presque inexplicable, à nous donner exactement l'heure de son arrivée. Il est 13h45 quand Claude François lui ouvre sa porte. Nous avons aussi un témoignage phénoménal de la part de Kathleen quand elle nous dit exactement l'heure de son réveil. Là encore, c'est presque un problème que ça soit si parfait des 2 témoins. Kathleen nous explique que Claude s'est réveillé, elle est précise à 13h30. C'est incroyable. Dans la mort de Claude François, nous avons 2 témoins qui sont capables exactement de dire l'heure et du réveil et de l'arrivée de l'attaché de presse. C'est plutôt inhabituel parce que généralement c'est très rare que les gens regardent leur montre. Enfin, je veux dire que je suis très étonné de leur version. Que Kathleen nous dit exactement qu'il se réveille à 13h30. À croire qu'elle a regardé sa montre, hein, et que Marie-Thérèse nous dit la même chose. Exactement 13h45, c'est tellement exact. Enfin, qui pourrait croire que les 2 femmes ont regardé leur montre, hein, dans de tels détails? Mais bon, admettons qu'elles ont tous les 2 regardé leur montre et qu'elles savaient l'heure exacte, bien que c'est déjà assez énorme. 13h45, en tous les cas, on a l'arrivée donc de Marie-Thérèse. Marie-Thérèse explique que Claude François lui ouvre la porte. Il était bien, beau, détendu. Elle expliquera qu'elle l'avait trouvé bien ce jour-là. Claude lui dit quelques mots de politesse. Bonjour Marie-Thérèse. Allez, viens, je t'emmène à la cuisine. Je vais préparer donc... Claude faisait, et oui, il avait des broyeurs et il mettait tous ses fruits dedans et il était déjà le premier en France, un des premiers, encore que bon, il y avait quand même quelques artistes qui le faisaient, à préparer ses jus de fruits lui-même. Il ne les achetait pas ou très rarement déjà préparés parce qu'il estimait qu'on utilisait alors des conservateurs. Chose qui est interdite aujourd'hui, il y a presque plus de conservateurs dans les produits alimentaires. Parce qu'ils étaient sans doute à l'origine de beaucoup de problèmes de santé. Marie-Thérèse, 13h45, est entraînée par la bonne humeur de Claude François, qui n'est pas de mauvaise humeur. Il l'entraîne joyeux, car Claude était
ou un total dépressif, et puis plongeait tout son entourage dans la terreur et la dépression. Eux-mêmes, les gens finissaient par devenir dépressifs parce qu'ils contaminaient les gens, ou alors il avait une joie démesurée, un sourire, une bonne humeur, et alors il plongeait tout le monde dans la bonne humeur. Il avait l'art, ce pouvoir magnétique, il disait lui, il se disait charismatique, de plonger les gens ou dans la bonne humeur, ou alors tout le contraire, dans un état pratiquement de dépression. Claude se trouve dans la cuisine. Nous savons qu'il avait des problèmes dans la cuisine. Il avait un problème au grille-pain qui fonctionnait mal et il avait fait une note de service. Il avait aussi un problème au four. Son four était basé en partie sur l'électricité, bien sûr, qui existait déjà. Et son four avait des problèmes électriques. Il avait donc signalé ces deux problèmes. Mais contrairement à ce qui a été dit, il n'a jamais signalé un problème d'une applique dans une salle de bain. Ça, c'est une pure légende qu'il aurait signalé une telle chose. Et d'ailleurs, l'écrit qui a été retrouvé après sa mort n'est pas l'écriture de Claude François. Je l'ai moi-même expertisé avec une graphologie. Ce n'est pas son écriture. C'est quelqu'un qui a essayé de convaincre les gens que Claude aurait mis un mot sur son applique. Nous savons que si nous nous en tenons à la date du 11 mars, et pas du 12, du 15 ou du 20, si on reste sur le 11 mars, nous savons qu'il existe, avant le 11 mars, aucune note de service, absolument aucune, où Claude se plaint d'une applique dans une salle de bain. Il existe même une note de service où Claude explique qu'il est victime d'un quiproquo et qu'il n'existe aucune applique au-dessus de son bain. Car c'est bien le problème. Claude François a dû rédiger deux notes de service. Une première sur un four qui fonctionnait mal et un grille-pain, il n'y a pas d'applique murale de salle de bain, et une seconde note de service plus coriace, plus méchante, expliquant que visiblement les gens visitent peu sa salle de bain, en tous les cas ceux qui font partie de son entreprise. Il explique que François est victime d'un quiproquo. C'est le mot qu'il dira dans cette note de service que Claude François Junior a vue, qui est très secrète. Il explique qu'il n'y a pas au-dessus de son bain d'applique, et qu'il est lui-même étonné de cette rumeur, de ce quiproquo. Il était victime d'un quiproquo, qu'il avait une applique au-dessus du bain, et il se justifie 3 jours avant sa mort, expliquant qu'il est tout de même étonné de l'existence d'une applique au-dessus de son bain, car il n'y a pas, précise-t-il, d'applique au-dessus du bain. Heureusement, si l'information pourrait être fausse, nous savons qu'elle est tout de même vraie, et heureusement, puisqu'effectivement, sur toutes les photos qu'a prises Claude François, et même publiées dans Podium, il n'y a aucune applique au-dessus du bain. Mais nous le savons aussi grâce à Jacques Harvey, qui a vu 3 jours avant sa mort, entre guillemets, de Claude François, il explique qu'il n'avait pas d'applique au-dessus du bain, et Jacques Harvey donne alors sa version de la mort de Claude François, qui est très intéressante. Il explique que Claude François est mort électrocuté, que la version est forcément vraie tout de même, Jacques Harvey explique ça, mais que Claude ne s'est pas électrocuté dans son bain. Il y aurait eu, selon lui, une erreur d'information. Il se serait électrocuté devant son lavabo, car il possédait 2 appliques murales à droite et à gauche du lavabo. Il s'est simplement électrocuté, peut-être en se lavant les mains. Il s'est mal séché, a redressé l'applique et est resté collé. Selon Jacques Harvey, Claude François est mort électrocuté devant son lavabo. Et une fois que l'information serait partie avec une erreur, elle aurait été conservée jusqu'à nos jours avec cette erreur. C'est pas si bête, après tout. En tous les cas, Jacques Harvey est témoin dans son livre que j'ai et dont je vous ai parlé sur YouTube, qu'il n'y a aucune applique au-dessus du bain. Même 3 jours avant sa mort, il est témoin qu'il n'y a jamais eu d'applique. Il est formel, il était même dans la salle de bain de Claude. Il n'y avait pas d'applique, mais il y avait 2 appliques, explique-t-il, à droite et à gauche du lavabo, et que forcément, si Claude est mort, du moins entre guillemets, moi c'est ce que je dis, forcément il a touché à une de ces 2 appliques, puisqu'il n'y en avait pas d'autres. Voilà, on ne peut pas inventer des appliques non plus qui n'existent pas. Et d'ailleurs, sur YouTube, j'ai publié la véritable salle de bain de Claude François avec sa robinetterie en or. Nous voyons les rideaux, et nous voyons au-dessus du bain la douche, mais il n'y a pas d'applique. Et non, il n'y a pas d'applique. C'est important de publier cette photo, que j'ai publiée pour prouver ma bonne foi aussi. Mais ma bonne foi est connue de Claude François Junior, qui peut préciser que dans Podium, effectivement, il n'y a pas d'applique au-dessus du bain, mais même Josette peut le préciser. D'ailleurs, la sœur de Claude François est en état de choc.
Elle apprend que son frère s'est électrocuté sur une applique. Nous avons un article de cette époque-là qui précise que le jour même de la mort de son frère, elle apprend qu'il existait une applique au-dessus du bain, même elle ignorait l'existence de cette applique. Alors elle avait le double des clés de son appartement et qu'elle a été un peu étonnée de cela. Mais ne soyez pas étonnés, même Claude était lui-même étonné de cela. Bon bref, passons les détails de cette applique murale qui intéressera personne, qu'il soit mort dans son bain ou devant un lavabo. Écoutez, ça change pas grand-chose au scénario, il est mort, entre guillemets. Non, ce qui nous intéresse, c'est le témoignage de Kathleen et de Marie-Thérèse qui sont des véritables horloges, hein. Kathleen précise que Claude s'est réveillé à 13h30. D'ailleurs, il n'a eu aucun coup de téléphone entre 13h30 et 13h45. Quand il se réveille, on explique un petit peu quand même son réveil. C'est important pour les admirateurs de Claude. Et je dédie aussi cette émission à Prisca, que j'aime infiniment, et dont j'ai été touché par son témoignage dans un beau costume à paillettes rouges le jour de son anniversaire. J'ai vu ta vidéo, très touchant et bouleversant même. Mais bon, t'es quand même bien pour ton âge, hein. On te donne pas quand même 70 ans bientôt. Elle est quand même une belle fille. Mais revenons maintenant au réveil de Claude-François. Kathleen est précise. 13h30. Quelle précision, c'est phénoménal d'être une horloge comme ça. Non, parce que quand vous avez deux témoins et que les deux témoins vous donnent l'heure exacte et de l'arrivée de l'attaché de presse et du réveil de Claude, je dis, vous êtes super. Vous êtes super d'avoir... Vous êtes deux horloges, hein. Les deux témoins de Claude-François étaient deux horloges, hein. Vous allez voir que au sens d'être des horloges, c'est très vrai. Mais vous allez voir que quand l'horloge commence à se dérégler dans le scénario, vous allez voir que tout de même, il y a quand même quelques erreurs dans leur témoignage qu'on va éclaircir parce que c'est pas très clair leur histoire. Claude, à 13h30, se réveille. Kathleen est précise. Kathleen nous passe tous les détails. Qu'en réalité, cette matinée-là, elle avait été voir une amie pour la ramener au domicile car elle rêvait de rencontrer Claude. Tout cet aspect n'a jamais été expliqué. Et que elle-même, Kathleen, n'était pas à l'appartement cette matinée-là. Cette matinée-là, oh, c'est dur à dire ça. Essayez de dire cette matinée-là, c'est pas évident. On pourrait chanter cette matinée-là au lieu de cette année-là. Ouh, il y a des mots français, quand je les mélange, ça devient complexe. Parce que je parle vite. Bon, l'aspect de la vie privée de Kathleen ne nous regarde pas sur cette émission. Simplement, c'est à préciser que le matin en question, elle n'était pas dans l'appartement de Claude-François. Et que nous en sommes sûrs à 100% puisqu'elle a été chercher une amie. Nous en sommes sûrs, elle n'est pas restée dans l'appartement. Mais bon, elle peut dire ce qu'elle veut. Elle a le droit aussi d'avoir son témoignage, après tout. Elle est témoin de quelque chose. Enfin, elle est surtout témoin du réveil de Claude-François, 13h30. Quand il se réveille, Claude va écrire une étrange lettre que j'ai publiée sur YouTube, la dernière lettre de Claude-François. Je crois que beaucoup de fans ont dû être intéressés par cette dernière lettre, qui est un peu choc. Certains diront que c'était les paroles d'une nouvelle chanson. J'ai prouvé que c'était impossible. Quand Claude écrit des chansons, c'est Étienne Rodagil ou Jean-Pierre Bourter qui à l'époque s'occupent de ces chansons, puisque les dernières chansons étaient aux mains de ces deux artistes. Alors on dira peut-être que c'était une lettre pour en finir, je ne rentre pas dans les détails, j'ai déjà fait une émission là-dessus, ou tout simplement une lettre qui devait être publiée dans Podium. En effet, quand Claude publie dans Podium ses lettres, il écrit les initiales CF. Quand il écrit CF, cela signifie publication pour Podium. Ainsi, la dernière lettre de Claude François pourrait être ou une lettre parce qu'il voulait en finir de la vie, ou une lettre qu'il réservait à son journal Podium pour dire que les intellectuels l'emmerdaient en France. Donc vous ferez vous-même votre opinion. Je n'ai pas l'intention dans cette émission de penser à votre place. Je n'irai tout de même pas jusque-là. Claude, quand il se réveille, écrit cette dernière lettre touchante, bouleversante. C'est vrai que les mots, il dit qu'il a subi toute sa vie diverses choses. Il semble si sincère, si touchant même dans ses mots. Il explique que les intellectuels, c'est vrai, ont un peu sali son image et sa réputation, et que ces gens sont des penseurs qui finalement passent leur temps à salir les autres. Et puis pensent pas finalement, c'est vrai, à ce que nous sommes dans la vie, des artistes vulnérables, faibles, et parfois qui ont besoin d'être supportés, réconfortés, aidés dans la presse ou même sur YouTube. Pourquoi pas?
Claude se débarbouille un peu, il se rafraîchit le visage, il est complètement propre quand il se réveille, puisque quand il est arrivé à 2h30 du matin, il a pris un bain à 4h du matin et s'est couché à 5h du matin, il est entièrement propre, donc il ne prend pas un bain à son réveil. Non, il aurait tout le temps de le faire, puisqu'il est 13h30 précise, Kathleen, et qu'on ignore exactement son témoignage entre 13h30 et 13h45. On ignore ce qu'a fait Claude, puisque Kathleen n'a jamais expliqué la moindre conversation qu'elle a eue avec lui. Kathleen parlera d'une assez longue conversation dans une salle de bain, et j'ai prouvé que c'était impossible au niveau du timing. Mais surtout, si elle avait eu une conversation avec Claude, elle nous en aurait touché quelques mots. Imaginez si vous rencontrez Claude François et qu'il a une longue conversation avec vous dans une salle de bain. Forcément, vous allez parler de ça dans les télévisions et vous allez dire « il m'a dit tout ça, Claude ». C'était une longue conversation, il m'a parlé de ça, puis de ça, puis de ça, puis de ça, puis de ça, parce que c'était une longue conversation. Mais elle n'a jamais dit ni un mot, ni une phrase de cette conversation. C'est le même problème de Marie-Thérèse. Elle aurait vu Claude François devant elle, un long moment, plus de 10 minutes, puisqu'il s'est allongé sur une terrasse, mais elle n'a jamais dit en 50 ans ni un mot qui lui a dit de sa bouche, ni même une phrase. C'est des gens qui nous racontent un scénario de base. Claude François était avec eux, Kathleen a eu une longue conversation de mariage qui aurait pu durer 10, 15, 20 minutes, 30 minutes, mais nous n'avons pas une seule phrase de cette longue conversation. Force est de constater tout de même que, je le dis à Prisca, si tu rencontrais devant toi Claude François une dernière fois et qu'il te parlait 20 ou 30 minutes, je pense que tu aurais des choses à dire après sa mort. Bah moi j'ai vu Claude, il m'a parlé 30 minutes, il est mort juste après, en 30 minutes il m'a dit tout ça, Claude. Enfin, il n'y aura aucun intérêt à cacher sa dernière conversation. Comme il n'y aurait aucun intérêt à cacher sa dernière conversation avec Marie-Thérèse sur une terrasse où il est resté 10 minutes avec elle. Pourtant, les deux femmes nous racontent une histoire, mais dans l'histoire qu'elles nous racontent, si elles sont tous les deux d'accord sur l'horloge, 13h30 le réveil, 13h45 l'arrivée, voilà. Elle nous raconte une histoire passionnante. Marie-Thérèse a vu Claude François 10 minutes, elle n'a pas une phrase à nous communiquer sur ce qu'a dit, c'est ses dernières paroles à Claude. C'est le dernier moment où il lui parle. Et depuis toutes ces années, on n'a pas une seule phrase de cette conversation sur cette terrasse. Ni un mot, ni une phrase. Pareil pour Kathleen, une longue conversation de mariage, donc au moins 30 minutes. Pas une phrase de cette conversation. Rien, pas un mot de cette conversation. De quoi a-t-il parlé? Si c'est une longue conversation, il a dû avoir beaucoup d'éléments. Il a dû parler de mariage, il a dû parler de ceci, de cela. Il a parlé sans doute de business américain, de plein de choses, mais on n'a aucun élément. C'est juste une histoire qu'on nous raconte. Une histoire dont les témoins auraient vu Claude face à eux, mais dont, malgré le temps qu'ils ont passé avec lui, n'ont pas un seul mot à dire qui est sorti de sa bouche, ni même une seule phrase. Et vous ne saurez jamais rien des 20 ou 30 minutes dans une salle de bain avec Kathleen, selon sa version des faits, vous allez voir que c'est pas si vrai ce qu'elle nous raconte. Et de Marie-Thérèse, c'est pire. C'est l'horloge vivante qui arrive à 13h45 et qui n'a pas un mot à nous dire. Mais je dis à Marie-Thérèse, si tu es en face de cette caméra, puisque c'est moi qui suis surtout en face et toi qui me regardes, je serais étonné que si tu avais vraiment eu Claude François en face de toi 10 minutes, et je me permets de jeter l'anathème, de jeter la pierre dans l'eau, qui va faire un plouf et surtout des échos. Ça va faire des échos, ce que je vous raconte. Cette émission fera des échos. Dans tous les gens qui aimaient Claude François, ça va faire des échos. Parce que là, c'est une pierre qui tombe et il va y avoir un écho de tout ça. Je veux dire par là que c'est pas le but qu'elle soit vue par le monde entier, mais le but qu'elle soit vue déjà par l'entourage direct de Claude. Mais Marie-Thérèse, tu es une horloge vivante. 13h45, c'est très précis. Tu restes 10 minutes avec Claude, il s'assoupit sur une terrasse. T'es très clair. Il faisait une belle journée. 40 ans après sa mort, tu nous expliques qu'on était dans du 15 degrés. Hein, mais c'est pas si vrai. C'était 0 degré, la température. Et nous allons parler tout d'abord maintenant du caviar. Marie-Thérèse est sur une terrasse et nous explique que Claude François avait devant lui donc du caviar. Elle était un peu dégoûtée, explique-t-elle. Il prenait à la louche du caviar et ça la dégoûtait. Alors, première chose, Marie-Thérèse, je tiens quand même à te le préciser.
que quand tu manges à la louche du caviar et que tu es atteint d'un ulcère à l'estomac, puisque Claude n'était pas guéri et qu'il avait un ulcère à l'estomac, s'il mange à la louche du caviar, il va dégueuler sur la terrasse à cause de l'ulcère. L'ulcère a du mal à supporter des doses de caviar qui seraient assez fortes. Il y a aussi dans le caviar un peu de sel, il y en a toujours un peu. Et si tu prends à la louche du caviar, tu vas dégueuler sur une terrasse. C'est le premier point. Le deuxième point, Claude s'est allongé juste après avoir pris le caviar. Et tu es très précise dans ton témoignage. Mais si une personne prend du caviar à la louche et s'allonge juste après, elle va dégueuler. Elle va vomir sur une terrasse. C'est très difficile de s'allonger après avoir pris à la louche du caviar. C'était les 2 points très importants à dire, puisqu'il y a dans le caviar quand même des petites doses de sel, pas trop fort pour ne pas enlever le goût du caviar, et donc si vous en prenez à la louche, vous allez dégueuler. Et beaucoup plus si vous avez un ulcère à l'estomac. Donc Claude aurait vraiment entièrement vomi sur la terrasse. Mais c'est pas grave. Votre témoignage est farfelu, mais c'est pas grave, on va y croire quand même. Enfin, je dis on va y croire, jusqu'à temps que j'ai des choses à vous dire qui vont quand même contester tout cela, et heureusement que quelqu'un conteste une telle version de l'histoire. Mais ce qui est intéressant, et j'interpelle la sœur de Claude-François, alors bonjour Josette, on est très intéressé par ce témoignage de l'attaché de presse. Je répète qu'il y avait 3 témoins, une jeune fille qui a disparu de l'histoire, donc Kathleen qui parle un anglais quand même compréhensible, en tous les cas cet anglais, Jacques Martin le comprenait, puisqu'elle est passée à Music and Music, une émission française, et Jacques Martin comprend parfaitement son anglais. Mais là, force est de constater que la police ne comprenait pas ce charabia très étrange, et que Marie-Thérèse s'est avancée pour faire tout le témoignage de Kathleen. On a 3 témoins sur la mort de ton frère, et je m'adresse donc à la sœur de Claude-François. Sur les 3 témoins, il n'en reste plus qu'un, une attachée de presse. C'est tellement une histoire pratique pour annoncer que Claude-François est mort que son attaché de presse donne tous les détails et qu'elle est l'unique témoin de sa mort. Là, on nous fait ça dans une salle de cinéma, les gens partent avant la fin du film. On regarde même plus la fin du film où il est mort. Mais c'est pas ça qui est intéressant. Je regarde quelque chose, après je vous montrerai quoi. Ce qui est intéressant, c'est pas ça. Ce qui est intéressant dans le témoignage de Marie-Thérèse, qui est très précis sur cette terrasse, Claude donc s'est assoupi, il faisait une belle journée, il était peu vêtu d'ailleurs, hein, il n'était pas très couvert, ah non, il n'avait pas d'écharpe autour du cou, non, décontracté, c'était une belle journée ensoleillée, hein, donc 0 degré, et sur le thermomètre de Marie-France, il y avait 2 degrés seulement. On peut le prouver par rapport aussi à la météo parisienne. La météo, en effet, fait des prévisions, mais une fois que le temps s'est accompli, la météo met dans les archives tout cela. Et la consultation des archives est tout de même beaucoup plus sûre qu'une prévision de la météo. Moi, je vous parle d'archives qu'on peut vérifier sur Paris et que j'ai publiées sur YouTube. 0 degré, costaud le bonhomme. Hein. À 0 degré, il mange à la louche du caviar. Mais au moins, je vais vous faire un peu d'humour, parce qu'on en a besoin, hein, c'est pour l'équipe YouTube. Au moins, on est, dans cette histoire, rassuré d'une chose, c'est que, faisons un peu d'humour, le caviar est au frais. Hein. Non mais, excusez-moi, mais le caviar est au frais. À 0 degré, il n'y a pas besoin de trimballer le petit frigo arabe et de le mettre sur une terrasse. Ah mais non, mais à une telle température, il est au frais, le caviar. Mais on a besoin un peu d'humour, hein. Vous imaginez, à 0 degré, il est nickel. Ah ben on peut le laisser comme ça des heures sur la terrasse, il va pas s'abîmer. Mais bon, un caviar à 0 degré, ça l'abîmerait pas quand même un peu pour vous faire rire s'il était ouvert, mais bon. C'est courageux de manger un caviar à 0 degré pour le goût. On m'a toujours dit que le caviar mangé très très frais perd un peu son goût. Ah oui, si vous mangez les choses très frais, ça perd un peu son goût. Mais bon, on va imaginer que le caviar a quand même pas été contaminé en quelques secondes. Non, ce qui est intéressant, Josette, c'est pour ça que je t'interpelle, c'est ce que nous dit l'attachée de presse de Claude, Marie-Thérèse. Marie-Thérèse nous explique que Claude mangeait du caviar à la louche. Bon, alors j'ai fait une reconstitution. Vous allez me dire, oulala, Marc Harriman, quand il fait ses reconstitutions, c'est démoniaque. C'est le démon en personne, Marc, parce que quand il commence les reconstitutions, parce qu'évidemment, on vous parle de la mort de Claude-François, vous avez
Jamais pris une montre, jamais rien, quoi. Hein. Vous, on vous dit qu'il est mort, point à la ligne, vous vous posez aucune question. Vous êtes peut-être des intellectuels. J'ai remarqué dans ma vie que les intellectuels ne se posaient jamais de questions. Mais j'interpelle Marie-Thérèse et la sœur de Claude-François, mais tout d'abord sa sœur. Tu sais, à l'époque, que ton frère avait des dettes. Oh, on ne parle pas des impôts, tout ça, on va oublier tout ça. J'aime pas parler de ça publiquement. Mais il avait des dettes dans le petit magasin, tu sais, le petit magasin de Danemois où tu allais avec ta mère faire tes courses. Dans ce petit magasin, Josette, c'est ton surnom, donc je t'appelais Marie-Josée, tu faisais tes courses, hein. Enfin, tu faisais tes courses, mais on ne peut pas dire que tu sortais toujours un billet de banque. Tu vois où je veux en venir. Non, si les admirateurs de Claude-François ne voient pas où je veux en venir, la sœur de Claude-François va parfaitement comprendre cette émission. En réalité, Claude-François est criblé de dettes. Je veux dire qu'il ne paye même pas l'alimentaire. Et que ce petit magasin qui est très convivial, qui était à Danemois, qui aimait Claude, qui aimait son univers de musique, c'était des gens fans de lui, vont ce qu'on appelle faire un compte crédit à Claude-François. Sachant que c'est un artiste qui un jour a de l'argent et surtout 4 ou 5 jours n'en a pas. Josette, c'est-à-dire Marie-Josée, la sœur de Claude-François, ouvre donc un compte à crédit auprès de ce petit magasin. Et puis l'ardoise s'accumule 200, 400, 500 francs, ça va très très vite. 500 francs, ça va beaucoup plus vite que dans une grande surface. Claude, de temps en temps, rapportait des commissions qu'il achetait dans des grandes surfaces. Il connaissait déjà Carrefour et faisait ses courses à Carrefour. Et il rapportait pour sa sœur des commissions. Donc tu te souviens que tu ouvrais le coffre de la voiture, que tu voyais des commissions, que tu remerciais Claude, que tu étais contente. Et puis toutes ces commissions permettaient de préparer des bons repas, des gâteaux, car Claude avait besoin de sa mère qui était une excellente pâtissière et cuisinière, ou même de sa sœur. Mais alors on va se poser une question, comment un homme qui a une ardoise dans un magasin de Danemois alimentaire a-t-il mangé à la louche du caviar le 11 mars 1978 ? J'ai donc effectué une reconstitution. Pour que la louche trempe dans le caviar, on a besoin de 10 boîtes de caviar. On doit vider dans le saladier 10 boîtes de caviar pour que la louche trempe dedans. Et oui, une boîte de caviar, il n'y a pas grand-chose. Et pour qu'une louche trempe dedans, on doit ouvrir 10 boîtes de caviar. Maintenant, une boîte de caviar coûte 1000 francs à l'époque en 1978, le 11 mars. Mais Claude-François, que je connais sans doute beaucoup mieux que vous, en tous les cas suffisamment pour vous en parler pendant des milliers d'heures et laisser même Fabien Lecoeuf complètement largué dans tout ce que j'ai à dire, Claude-François n'achète pas vraiment son caviar en France, qui est beaucoup trop cher. Le caviar qui est vendu en France coûte 1000 francs la boîte. À l'époque, Claude a constitué un réseau en Russie, où il achète en Russie ses icônes religieuses de la Sainte Vierge. Il fait ramener de Russie par un associé qui part de temps en temps là-bas, et il ramène des icônes de la Vierge. Il est un admirateur de la Vierge Marie. C'est même sans doute sa plus grande idole. Elle passe même avant que Frank Sinatra. Elle passe avant Frank Sinatra, bien avant, puisque Claude, quelques semaines avant sa mort encore, faisait importer de Russie par un ami qui se déplaçait là-bas, peur que les icônes s'abîment dans le voyage, qu'elles soient livrées cassées. Un de ses amis partait en Russie et a acheté des icônes de la Vierge Marie. Très croyant, ces icônes étaient placées après au-dessus de son lit. Ça serait intéressant de poser des questions au pompier de 17 ans. S'il était en face de moi, je veux dire, le pompier, en quelques minutes, je pourrais le démasquer, ça serait très rapide. Moi, ce pompier de 17 ans, je lui dirais, vous avez vu Claude-François vous expliquer que vous l'avez vu dans une salle de bain. C'est pas si vrai, car selon le rapport de police, Claude-François est allongé depuis 10 minutes sur son lit de mort. Vous ne pouvez pas le trouver dans sa salle de bain. Alors, puisqu'il y a une incohérence dans votre témoignage, laissez-moi vous poser des dizaines de questions. Est-ce qu'il y avait une moquette dans la chambre de Claude-François ? 1. Quelle était la couleur du papier peint de sa chambre ? 2. Son lit, c'était un lit 2 personnes, 1 personne, 3. Y avait-il un téléphone dans sa chambre ? 4. Y avait-il une radio dans sa chambre ? 5. Y avait-il une chaîne hi-fi dans sa chambre ? 6. Et je m'énerve. Est-ce que vous voulez que je continue comme ça ? Certains disent qu'ils ont vu Claude dans son appartement. Alors la moquette, elle était de quelle couleur ?
Dans son appartement, si vous êtes entré dans son appartement, y avait-il dans son appartement une penderie? Dans la salle de bain, y avait-il des shampoings? Y avait-il un lavabo? Y avait-il deux appliques sur les côtés droite et gauche? Y avait-il une applique au-dessus du bain? Si ce pompier est entré dans la salle de bain, elle était décorée comment, cette salle de bain? Le sol était comment? En carrelage? Y avait-il sur le sol, dans cette salle de bain, et je m'énerve, un tapis de bain ou quelque chose qui empêche de glisser? Mais il me faudrait que quelques secondes dans un tribunal pour prouver que tout ce que vous racontez sur sa mort, il n'y a pas une seule ligne de vrai. Parce que moi, je connais parfaitement la salle de bain de Côte-François, son salon, sa chambre, sa terrasse, où il avait beaucoup de fleurs. Je connais parfaitement tout son appartement. Et le pompier, j'en aurais pour quelques secondes dans une télévision à le démolir publiquement et à lui expliquer « Mais monsieur, vous n'êtes jamais rentré dans l'appartement de Côte-François, c'est un montage que vous nous racontez. Vous n'avez jamais vu cette salle de bain, ni encore moins la chambre. Vous connaissez ni la moquette, ni le papier peint. Le couvre-lit de Côte-François était de quelle couleur? Je pars du 11 mars 1978. De quelle couleur était-il? Si vous connaissez Côte-François, il était de quelle couleur? Un couvre-lit blanc? Un couvre-lit bleu? Un couvre-lit orange? Un couvre-lit rose? Un couvre-lit jaune? Rouge? Violet? Enfin, tout de même, je dirais aux pompiers, si tu es entré dans sa chambre, tout de même, à un moment donné, tu dois te souvenir quand même de quelques détails. Tu n'es quand même pas aveugle. Alors, le couvre-lit, de quelle couleur il était? Mais c'est pareil pour Danny Borg. Tu expliques que tu as vu Côte-François mort. C'est pas si vrai. C'est pas si vrai. Moi, j'ai la preuve que tu ne l'as pas vu. J'ai la preuve d'un journaliste de FR3 qui est toujours en vie et qui est témoin que tu n'as absolument pas vu Claude ce jour-là. Donc tout ce que tu nous racontes, c'est pas si vrai toi non plus. Mais dans un tribunal, ne soyez jamais en face de moi parce que je vous démolis tous en quelques secondes. Vous parlez d'une mort de Côte-François qui est une mort qui est complètement utopique, dont vous nous racontez une histoire dont vous n'avez aucun élément de l'histoire. Que ça soit Kathleen, qui dans sa dernière conversation, pour pas nous citer une phrase en 50 ans, elle a passé une longue conversation de mariage. C'est pas si vrai quand on va prendre la montre en main et qu'on va voir la stupidité de leur témoignage. Une applique qui bouge 1000 fois toute seule, des doigts carbonisés en 5 secondes. Allez, stop. Stop, parce que si je vous explique tout dans un tribunal, vous êtes tous en garde à vue. Kathleen, aux États-Unis, il la ramène en France. Il la ramène quand même pour revoir quelques détails. On serait obligé de la ramener des États-Unis, de la ramener avec la police en France pour revoir tout ça à la loupe. C'est quand même pas clair. Mais attention, je l'ai dit, Kathleen est une bonne personne, pas une mauvaise. Je ne l'accuse pas de faux témoignages. Moi, j'explique que Kathleen est une potiche. Ça veut dire que quelqu'un l'a mis dans ce décor pour effectuer une sorte de témoignage qu'elle n'effectuera d'ailleurs jamais. Puisque le seul témoin reste uniquement Marie-Thérèse, une femme qui était sur une terrasse, et je ne suis pas machiste, et qui n'a rien vu de cet accident et qui était un étage au-dessus. On va trouver un témoin de la mort de Côte-François qui est en dehors de son appartement, un étage au-dessus. Je le dis qu'il soit un étage au-dessus ou que ce témoin soit tout en bas de l'immeuble, puisqu'elle a été vue en bas de l'immeuble parlant à Guy. Moi je dis, c'est du pareil au même, Marie-Thérèse, que tu sois en haut de l'immeuble ou en bas, point barre, t'étais pas dans son appartement. Point barre. D'ailleurs, j'aurais des questions à te poser, Marie-Thérèse. Le salon, il était de quelle couleur? Il y avait un canapé, le canapé, il était marron, noir. Le cuir du canapé, c'est un cuir noir, c'est un cuir marron. Bon, il y avait chez Claude-François des tapisseries. Les tapisseries étaient de quelle couleur? Bleu, rouge, orange. Mais ne soyez jamais dans un tribunal face à moi. Ne soyez jamais dans un tribunal. Jamais. Parce que votre histoire, je la fais sauter en quelques secondes. Parce qu'il n'y a rien de réel de ce que vous nous racontez. C'est bien le problème. Mais de toute façon, je ne veux pas être prétentieux non plus en vous disant que j'en sais finalement beaucoup plus que vous. Moi, au moins, j'ai l'intelligence de dire, devant cette caméra, qu'il y a une chose dont je suis sûr, c'est que Claude François n'est pas mort. Et ça, non seulement j'en suis sûr, mais même certain. Et il n'y a aucun doute dans mon esprit que Claude François est en vie quelque part. Il n'existe aucun doute dans mon esprit. Le doute, il est que dans le vôtre. Des esprits très rétrécis tout de même, et certains dans l'intelligence aussi. Mais j'accuse pas le public qui regarde cette émission de ne pas être intelligent. J'accuse une certaine élite de personnes, comme certains intellectuels de Paris, finalement d'accepter une mort toute faite.
Le bonhomme meurt devant une appli qui bouge 1000 fois toute seule, une appli que personne ne connaît, des doigts carbonisés en 5 secondes, vous êtes tout de même des gogos. Hein. Pourquoi arrêter l'histoire? Bonjour les gogos. Mais au-delà de ça, ce qui nous intéresse, c'est le caviar et la louche. Je regarde 44 minutes d'émission déjà. Le caviar trempait, eh oui, la louche trempait dans le caviar, ça sera plus précis, hein. Inversion des choses. J'ai donc fait une reconstitution. Pour que la louche trempe dans le caviar, on a besoin de 10 boîtes de caviar. Je vous disais, puisque j'avais fait une parenthèse, que Claude ne prenait pas du caviar européen, parce que les boîtes coûtaient 1000 francs. Donc il achetait du caviar russe, qui lui coûtait que 500 francs. Donc il avait 50% de remise. Excusez-moi. Le petit déjeuner. Ce jour-là, donc, pour que sa louche trempe dans le caviar, il a ouvert 10 boîtes de caviar à 500 francs. Alors, est-ce que quelqu'un sait compter? Parce que je ne vous parle pas que de la montre. Maintenant, je vous apprends aussi à compter, parce qu'il y a peut-être des gens, on ne sait jamais, il y a peut-être des gens qui ne savent pas compter. Alors, 10 boîtes de caviar, et c'est surtout à sa sœur, Josette. Hein? Alors, ma douce petite sœur, donc, 10 boîtes de caviar, dis-moi mon ange, à 500 balles la boîte, hein, 500 francs nouveaux. 500 francs nouveaux. On ne vous parle pas d'anciens, on vous parle de 500 francs nouveaux, car il y avait encore les anciens francs à l'époque, on parlait encore en anciens francs. 500 francs nouveaux, c'est un gros billet pascal. Alors, je vous pose une question. 500 francs nouveaux pour une boîte, il y a 10 boîtes. Est-ce qu'il y a des gens sur YouTube qui savent compter 10 fois 5, ça fait combien? Il y a des gens qui savent compter de nos jours? Non, parce que si ça se trouve, dans la mort de Claude François, vous ne savez pas compter non plus. Alors 10 fois 5, ça fait quoi? 5000 balles. 5000 balles de nouveau de caviar qu'il a ouvert pour un seul repas. Imaginez quand même l'histoire. À 0 sur une terrasse, 0 degré, il ouvre 10 boîtes de caviar qui représentent 5000 francs. 5000 francs nouveaux. 5000 francs nouveaux. Ça veut dire 10 billets de 500 francs. Il ouvre pour un seul repas, il craque comme ça 10 billets de 500 balles pour faire tremper sa louche dans le caviar. Un homme qui n'arrive pas à payer 1 kilo de bananes et qui est endetté. Mais ça, il n'y a que sa sœur qui le sait. Là, je révèle un peu la vie privée de Claude François. On est étonné qu'un homme qui ne peut pas se payer 1 kilo de bananes pour son dernier repas, parce que c'est son dernier repas, va dépenser 5000 francs nouveaux pour faire tremper sa louche dans le caviar et en manger à la louche. Eh bien, je lui ai dit, Marie-Thérèse, heureusement que ton histoire, elle n'était pas dans un tribunal. Parce qu'on aurait déjà commencé à consulter la météo pour savoir s'il faisait 15 degrés sur une terrasse. Mais oublions l'histoire de ce caviar qui est grotesque complètement. On pourrait tout simplement croire que Claude François aurait pu inventer cette histoire de terrasse pour pas dire à Sylvie Mathurin la réelle cause de son retard. L'histoire aurait été montée alors avec Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, tu diras que j'étais sur une terrasse, si on te pose une question. Parce que j'ai du retard et je ne veux pas donner d'explication. Alors j'étais sur une terrasse 10 minutes. Claude François était peut-être d'ailleurs pas forcément super intelligent et avait peut-être dit à Marie-Thérèse, surtout tu dis que j'étais sur une terrasse. Hein, parce que c'est ce que je viens de dire à Sylvie Mathurin que j'étais sur ma terrasse. Alors surtout dis bien ça. Mais Claude n'a pas été sur sa terrasse, voir qu'il faisait 0 degré tout de même. Mais il est clair que quand Claude François s'exprime, il parle d'une terrasse. Il ne donne pas le temps de 10 minutes. Ça, le temps de 10 minutes, c'est Marie-Thérèse qui le dit. Claude ne parle pas de 10 minutes. Il a été sur sa terrasse. Il ne parle pas de 10 minutes. Mais il confirme qu'il était sur une terrasse. En tous les cas, de la bouche de Sylvie Mathurin, on n'a pas vraiment la certitude qu'il le confirme de sa propre bouche. Ce qui est important, c'est qu'il a ouvert 10 boîtes de caviar tout de même. Que son dernier repas, le dernier repas de Claude François, lui a coûté 5000 francs nouveaux. C'est à croire qu'il savait qu'il allait mourir. Je veux dire qu'un repas comme ça vous coûte si cher, qu'on dépense comme ça 5000 francs pour un seul repas. Quand je dis un repas, je veux dire un petit déjeuner.
Ah oui, parce qu'au moment où Claude reçoit Marie-Thérèse, c'est son petit déjeuner. C'est pas... Ah non, c'est pas le dîner. Là, on vous parle pas d'un dîner qui coûterait peut-être 10 000 francs nouveaux, ou même d'un déjeuner, pardon, et d'un dîner le soir. Non, là, on vous parle du petit déjeuner qui coûte déjà à Claude François pour un petit déjeuner 5 000 francs nouveaux. Mais je dis à la sœur de Claude François, dis-moi au moulin de Danemois, quand tu servais tes biscottes, tu t'en souviens, et ton café, et ton thé, et ton lait, tout ça. Juste une question, mon ange. Claude François te faisait servir 5 000 francs nouveaux sur une table pour un petit déjeuner? Tu vas me dire, bah non tout de même. T'as pas besoin de répondre. Sur ce genre de questions, je peux tout de même répondre à ta place. Mais le dernier repas de Claude François, c'est intéressant, son dernier repas lui coûte quand même 5 000 francs nouveaux. C'est à croire qu'il savait qu'il allait mourir, qu'il savait que c'était son dernier repas, qu'il se dit, puisque c'est le dernier, hop, mettons le paquet, on ouvre 10 boîtes de caviar. Oui, ça serait dommage d'en laisser une. Une boîte à 500 francs. Ça serait dommage de la laisser quelque part. Il avait donc 10 boîtes de caviar, puisque sa louche trempait dans le caviar et dans le récipient. Il avait donc 10 boîtes de caviar qu'il avait ouvertes. Donc forcément, il devait savoir quelque chose, qui ne serait pas à l'appartement le lundi. C'est la raison pour laquelle il n'a pas mis du caviar sur ses toasts. Parce que, je veux dire qu'en toute logique, il aurait pu laisser ses 9 boîtes au frais, hein, et en ouvrir qu'une seule. Non, il décide d'ouvrir toutes ses boîtes parce qu'il a ouvert l'intégralité de ses boîtes de caviar. Il n'en restait plus une seule. On serait étonné que dans la poubelle, on n'a jamais retrouvé une seule boîte vide de caviar. Il ouvre 10 boîtes, mais dans sa poubelle, il n'y a pas une seule boîte vide. Non, mais c'était juste une parenthèse. Entrons pas dans les détails, on pourrait devenir fou sur la mort de Claude François. Alors il ouvre 10 boîtes de caviar. Oublions la terrasse et revenons maintenant au témoignage de Kathleen. Kathleen explique dans le film de Samy Pavel un film documentaire, c'est-à-dire où elle témoigne devant la caméra, une caméra de cinéma professionnelle mais de feuilleton. Elle explique qu'elle était au secouriste, et au secouriste de Paris, il n'y avait personne autour d'elle, elle était seule. Elle a donc décidé d'aller chercher Marie-Thérèse qui était sur une terrasse. Et elle précise, elle a dû courir pour aller la chercher. Tout d'abord, c'est la première incohérence, je l'avais expliqué, que Marie-Thérèse ne nous explique pas du tout la même version. Elle explique qu'elle était déjà en présence de Kathleen puisqu'elle avait entendu un cri et avait rejoint Kathleen. Donc, incohérence entre la version que Kathleen donne au secouriste, qu'elle est toute seule, et la version de Marie-Thérèse, qu'elle se trouve en réalité avec elle. Grosse incohérence, mais s'il y en avait qu'une, il y en a des dizaines et des dizaines, s'il n'y en avait qu'une seule. Mais ce qui nous intéresse, c'est le témoignage de Kathleen. Elle explique qu'elle s'est rendue sur une terrasse. Elle l'explique dans ce film de Samy Pavel, ce film documentaire. Il y a mot à mot ce qu'elle dit, je n'invente rien. Pas besoin de vous raconter des conneries. Je reste lucide et dans les faits uniquement. Donc elle a été chercher Marie-Thérèse, donc sur une terrasse. Et là, sans doute ramenée. Bon bref, oublions, c'était un aspect qu'on devait parler, oublions ce petit détail. Marie-Thérèse est donc l'attachée de presse de Claude. Quelques années après la mort de Claude François, Marie-Thérèse nous donne un étrange témoignage. Ce témoignage, je veux dire, on doit même pouvoir le trouver sur YouTube, partout. Hein. Et puis tu dois te souvenir, Marie-Thérèse, ce que tu as dit. Tu vas me dire, comment ça, j'ai dit quelque chose? Ah mais oui, tu as dit quelque chose, c'est même très précis. C'est pour ça que là, j'ai quelque chose qui est là, que je vais montrer. J'ai quelque chose là et là. Marie-Thérèse a dit quelque chose. Elle n'a pas fait qu'un témoignage de terrasse. Il y a le témoignage de la terrasse, on est d'accord. Non, à la mort de Claude François, il existe un autre témoignage de Marie-Thérèse. Tu dois te souvenir de ce que tu as dit. Ah ben c'est sûr que si on se balade sur YouTube, on n'aurait pas de mal à trouver ton témoignage, en fouillant un peu. Mais alors, qu'est-ce que tu as dit de si important? Marie-Thérèse nous explique qu'elle se trouvait dans le salon. Donc là, on n'est plus sur une terrasse. On est dans le salon. On peut regrouper la chronologie exacte. Marie-Thérèse, dans son premier témoignage, Claude lui ouvre la porte. Et puis il se déplace vers la terrasse. Elle explique d'ailleurs immédiatement, dit-elle, on a été à la terrasse. Elle précise ce détail.
Elle n'était pas, c'est important de le dire, excusez-moi, je bégaye, elle n'était pas dans l'appartement avec Claude, elle est partie sur la terrasse. Mais dans un second témoignage qu'elle a donné il y a quelques années, elle nous raconte une version un peu plus longue de l'histoire. Et dans la version un peu plus longue, elle ne parle pas du tout d'une terrasse. Cette fois-ci, c'est pas d'une terrasse qu'elle parle. Elle était dans le salon, elle parlait avec quelqu'un qui pourrait être Kathleen ou quelqu'un d'autre. Elle dit qu'elle était agacée par le bruit. Et écoutez bien, c'est important. Il y avait beaucoup de bruit dans la chambre de Claude François, qui est pourtant insonorisée. Oui, il a des pièces insonorisées, mais bon, à travers une porte, de toute façon, le bruit passe. Il y avait du bruit, précise-t-elle. En fait, Claude François passait en boucle une chanson. Marie-Thérèse est claire, il a passé en boucle cette chanson, oh là là. Tout le temps, c'était fort, précise-t-elle. Et il a passé en boucle. Cette chanson, c'est Alexandrie, Alexandra. Claude François va alors passer en boucle Alexandrie, Alexandra. On va se rapprocher pas de la caméra. Voilà. Il passe alors en boucle cette chanson. Cette chanson, Alexandrie, Alexandra, est passée en boucle. Nous avons un témoignage très précis de Marie-Thérèse qui, à ce moment-là de l'histoire, n'est pas sur une terrasse, mais dans un salon. Elle explique qu'elle entendait cette chanson en boucle. En fait, quand je dis qu'elle entendait cette chanson Alexandrie, Alexandra en boucle, excusez-moi, j'essaie de bien prononcer et bien l'articuler, c'est pas si vrai qu'elle écoutait exactement cette chanson. Ça, c'est la version publique. En vérité, c'est cette version qu'elle écoutait. Oui, Claude François, dans son domicile, écoute Alexandrie et Alexandra, c'est cette version qu'il écoute, et pas l'autre. Cette version est une version spéciale qui a des arrangements un peu particuliers et qui est de meilleure qualité. C'est aussi cette version qui était utilisée pour les playbacks, sur scène ou à la télévision. C'est cette version qu'il écoute. Mais Marie-Thérèse est très très claire. Elle était dans le salon, elle parlait avec quelqu'un qui pourrait être Kathleen ou quelqu'un d'autre, et il passait en boucle cette chanson. Elle a dit, il passait en boucle cette chanson, puis elle était énervée, parce que le son était fort. Vous allez me dire, mais où tu veux en venir? Ah bah alors là, je veux dire, cette émission est claire. Pour Claude François Junior, elle est claire. Pour la capitaine des Claudettes, pour la sœur de Claude François, c'est une émission qui est claire. Alors là, on ne peut pas être plus clair. Il a passé en boucle cette chanson. Alexandrie, Alexandra. Bon, on va donc essayer de voir sur le disque si nous avons une information. C'est une chanson qui fait beaucoup plus que 4 minutes. Dans la mort de Claude François, ce qui est important, je le disais, il est pas mal sur la photo. Faisons un peu d'humour. Ce qui est important dans la mort de Claude François, c'est pas l'histoire qu'on vous raconte, c'est le temps surtout. C'est la montre. C'est tout de même un disque qui fait un peu plus de 4 minutes. Hein. Ça n'a pas l'air. Hein. Et un disque qui fait un peu plus de 4 minutes, que l'on passe en boucle, ça donne quoi exactement? Un disque qui est passé fort en boucle. Eh bien, 4 minutes, si on le passe 2 fois le disque, on est déjà à 9 minutes, il fait 4 minutes 30. 9 minutes pour 2 boucles seulement. Enfin, pour une boucle, parce qu'il y a une première fois qu'il passe et une boucle. On est déjà à 9 minutes. S'il a passé 4 fois, on est déjà à, on va dire, 18 minutes à peu près, 19. Si ce disque a été passé 4 fois seulement, on frôle les 20 minutes. Et Marie-Thérèse est très précis. Ce disque passait en boucle, ça l'énervait. Un disque de 4 minutes 30 qui passait en boucle. Si ce disque, il l'a passé 4 fois, ça fait déjà pratiquement 20 minutes. Et puis le son était fort pendant 20 minutes. Maintenant, il est temps d'aller à la conclusion de cette émission. Marie-Thérèse, maintenant soyons sérieux, et puis on doit s'énerver un peu dans la vie, parce que quand on nous raconte un pipeau, l'important c'est de décoder le pipeau. Donc maintenant, on va se fier aux faits comme je l'ai dit. Marie-Thérèse arrive selon son témoignage à 13h45. Elle part avec Claude François sur une terrasse 10 minutes, elle est très précise. Il reste 20 minutes à Claude François pour vivre, seulement 20 minutes.
Puisque le pompier est témoin que Claude François s'est effondré à 14h20 dans sa salle de bain, il en est le témoin de sa propre bouche. On peut donc fixer le temps exact qu'il n'a vécu que 20 minutes à partir du moment où il a quitté sa terrasse. Mais en réalité, c'est pas si vrai, car au moment où il a quitté sa terrasse, les témoins ont donné aussi une version complètement hallucinogène, où ça faisait que 5 minutes qu'il avait quitté sa terrasse. En réalité, récapitulons. 13h45, arrivée de Marie-Thérèse. Claude reste 10 minutes sur sa terrasse. 13h55 ou peut-être 14h, il quitte sa terrasse. 14h15, 14h20, il s'effondre et il meurt. Pas tout à fait, le cœur battait encore, mais il s'effondre. Il a donc vécu 20 minutes où il était sans la présence de Marie-Thérèse sur une terrasse. Selon le témoignage de Kathleen, elle précise aux secouristes que Marie-Thérèse était sur une terrasse et qu'elle est seule avec Claude François. Me suivez-vous? Pourtant, dans le témoignage d'il y a quelques années que Marie-Thérèse a fait, elle explique être dans un salon et que Claude a passé ce disque en boucle plusieurs fois, très fort. Alors on sera étonné que le pigeon de la baignoire, c'est comme ça qu'on va l'appeler, oui, le pigeon de la salle de bain, il est passé cette chanson plusieurs fois en boucle, qui fait quand même 4 minutes 30, fort. Mais alors, c'est la conclusion de cette émission. Hein. Comment il a fait si le disque était fort pour répondre au téléphone? Comment a-t-il répondu au téléphone? À près de 15 personnes, dans un laps de temps de 20 minutes, si ce disque était fort, et que nous savons par les boucles que le disque a tourné au moins 3 fois, 2 ou 3 fois minimum. Mais dans les 20 minutes qui restent à vivre à Claude François, il a reçu un appel de sa mère de 10 minutes, il en a passé un de 5 minutes à sa sœur, il a passé un appel à son administrateur, qu'il avait choisi 15 jours avant sa mort pour régler ses affaires, pour vendre une partie de ses biens. Il a passé un appel à son coiffeur, je vous parle de ses appels téléphoniques, il a reçu un appel de Sylvie Mathurin, il a reçu un appel de Danny Borg, il a reçu un appel de Rémi Grimbach, il a reçu un appel de Michel Drucker, il a eu une longue conversation de mariage avec Kathleen dans une salle de bain. Mais mes enfants, comment voulez-vous qu'une histoire en 20 minutes, elle tienne dans un tribunal face à Marc Harriman? Comment votre histoire tiendrait dans un tribunal face à moi, quand je vous fais une précise reconstitution et que je peux montrer les vidéos de tous vos témoignages? Alors il reste une conclusion. C'est que Claude François n'est pas mort. C'est l'unique possibilité, il ne peut pas y en avoir d'autre. Que sa mort est un montage complet de sa part, tout simplement, comme le disait Elisabeth Holt. Elisabeth Holt, en 1978, va dire que Claude François s'est fait passer pour mort. C'est ses mots exacts. Elle dit que elle-même a étudié la version de Kathleen et qu'il n'y a pas un mot de vrai. Elle-même le reconnaît. Elle donnera des détails très intéressants, Elisabeth, expliquant qu'elle ne voit pas comment Kathleen ait porté un corps de 60 kilos et l'ait posé sur un lit, car dans le premier témoignage, c'est Kathleen qui a fait ça, qui a soulevé un corps et l'a posé seule sur le lit. Alors Marie-Thérèse est venue contredire ce témoignage, expliquant qu'elle avait aidé Kathleen à poser le corps sur le lit. Mais c'est pas si vrai qu'elle a aidé Kathleen à poser le corps sur le lit, puisque Kathleen était au téléphone au secouriste et qu'elle explique Kathleen qu'elle était seule dans l'appartement et que Marie-Thérèse est sur une terrasse. On doit s'en tenir aussi tout de même au témoignage de Kathleen. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez tous parlé à Claude François le jour de sa mort, et puis de nombreuses minutes. Il a passé pratiquement entre 1h30 et 3 heures au téléphone en 20 minutes. C'est tout de même un peu irrationnel, votre histoire. Oui, parce que, alors qu'il y avait un son très fort dans sa chambre, puisqu'il passait en boucle Alexandrie-Alexandra, et que Marie-Thérèse est témoin de cela, elle était énervée, il passait en boucle cette chanson. Mais Marie-Thérèse, si tu es devant... excuse-moi, c'est moi qui suis devant la caméra. Si tu es à me regarder, la chanson fait 4 minutes 30 tout de même. Si tu la passes en boucle, fais gaffe, je te fais un peu d'humour, on en a besoin. Souviens-toi de ton témoignage, Claude était avec toi 10 minutes sur une terrasse, fais gaffe. Il lui reste que 20 minutes à vivre. On a le témoignage du pompier, il est précis. Il a même son heure de départ de la caserne. Fais gaffe, ma belle. Ton histoire est tout de même un peu lourde.
On a besoin de faire de l'humour sur YouTube et pas de se prendre au sérieux. Et d'ailleurs, un jour, un maître spirituel templier m'a dit « Quand tu dis quelque chose, mets toujours une pointe d'humour. C'est plus intelligent que de se prendre au sérieux dans la vie. » Claude François n'était pas un homme qui se prenait au sérieux. Quelques minutes avant sa mort, il faisait des tas de blagues à sa sœur au téléphone. Alors on se posera la question, puisqu'il faisait des tas de blagues et qu'il était dans l'ambiance de faire des blagues, et oui, il était dans l'ambiance, il fait quelques blagues avant de raccrocher. A-t-il, comme il était dans l'ambiance, a-t-il poussé le schmilblick à faire une blague, et puis s'est-il laissé prendre à son propre piège de faire croire qu'il était mort? Mais il y a une chose qui est sûre, c'est pour tous ceux qui croient à la mort de Claude François, alors on doit s'en tenir, si vous y croyez, au témoignage de Marie-Thérèse. 13h45, elle arrive, c'est la conclusion de cette émission, elle part sur la terrasse, Claude reste 10 minutes sur la terrasse, elle l'a dit de sa propre bouche, elle a été filmée, pas difficile de montrer ce film dans un tribunal. 13h55, on va même dire, oui peut-être 14h, on va mettre le temps beaucoup plus court. 13h55, Claude téléphone à sa sœur, 5 minutes. Il lui reste 20 minutes, on va dire, on lui donne 20 minutes, mais il n'en reste que 15 en vérité. On lui donne un temps plus large, on lui donne 20 minutes. Et en 20 minutes, il en a fait le bonhomme des choses. Il a passé son disque Alexandrie Alexandra en boucle, c'est-à-dire cette version. Il a passé en boucle. Une version qui dure tout de même 4 minutes 30. Une seule boucle. Non mais ne rigolez pas, mais bon. Il a reçu au moins 10 coups de téléphone, si c'est pas beaucoup plus en réalité. Rien que un seul coup de téléphone de sa mère a duré 10 minutes. Rien que le sien passé à sa sœur a duré 5 minutes, sans compter tout le monde. Michel Drucker, Émile Grimbach et tout le monde. C'est énorme hein, comme histoire en 20 minutes tout ce qu'il a fait. Il en a fait des choses. Il a fait couler son bain, 7 minutes pour faire couler le bain. Nous savons par le témoignage de Kathleen, qui est très précis, qui sort de sa bouche et qui est filmé, qu'il a évacué tout l'eau du bain quand elle lui a donné une serviette, elle est très précise. Pour évacuer l'eau du bain dans la salle de bain de Claude, vous avez besoin de 5 minutes. Il a eu une assez longue conversation de mariage. Comment vous arrivez à faire croire que le pigeon de la salle de bain, c'est comme ça qu'on va l'appeler, en 20 minutes, vous arrivez à faire entrer toute cette histoire, en 20 minutes. Il a 20 minutes à vivre et vous faites rentrer toute cette histoire. Des disques écoutés en boucle, chaque boucle fait 4 minutes 30, des dizaines de coups de téléphone qu'il a reçus, 3, 4, peut-être même 5 qu'il a passés, parce que j'oublie certains détails que je n'ai pas voulu dire ici. Un coup de téléphone aussi d'une fan qu'il a reçu et qu'il a pris. Couler le bain, retirer l'eau du bain, la longue conversation de mariage, le 10 passé en boucle, les 10 appels téléphoniques, les appels qu'il a faits. Vous me faites rentrer toute cette histoire en 20 minutes. Vous pendez toute la France avec votre histoire, vous nous avez pendus. Hein. C'est une histoire du pendu, hein, où on coche la case du pendu, et puis à la fin on se rend compte quand même qu'on s'est fait pigeonner. Et dans la mort de Claude François, c'est ma conclusion, c'est clair qu'on s'est fait tous bien pigeonner. Le problème est de savoir si on a été pigeonné parce que Claude François n'est pas mort et qu'il a voulu sa sécurité et qu'il s'est fait passer pour mort, pas dans un mauvais but, mais dans un but de sécurité pour sa propre vie, menacé par la mafia, etc. Donc on peut lui pardonner tout ça s'il voulait protéger des personnes, même ses enfants, de prendre un pruneau. Là on peut lui pardonner cette mise en scène. Mais dans ce cas-là, s'il était vraiment mort, jouons au jeu de Marie-Thérèse et de Kathleen. Imaginons, mesdemoiselles, que vous avez raison qu'il est mort. Alors, il est mort. 13h45, Marie-Thérèse, tu arrives. 13h45, tu expliques de ta bouche que tu passes 10 minutes avec Claude sur une terrasse. Puis t'expliques il y a quelques années de ça qu'il a passé en boucle ce disque, plusieurs fois. Je rappelle qu'il avait que 20 minutes quand il a quitté la terrasse. Il lui restait 20 minutes à vivre. Et qu'il a passé des coups de téléphone, et qu'il en a reçu une dizaine, et qu'il a fait couler un bain, et qu'il a retiré l'eau du bain. C'est de la bouche de Kathleen qu'il a retiré tout l'eau du bain, il restait qu'un filet d'eau quand elle lui a tendu sa serviette, et qu'elle a eu une assez longue conversation de mariage. Comment vous arrivez depuis 50 ans à faire tenir votre histoire en 20 minutes ?